Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous sur scène pour nous parler de l'IoT, avec de l'IoT à la compromission, une analyse d'une caméra connectée. J'imagine que c'est un panel assez intéressant d'actions qu'on va pouvoir voir auprès de vous, de manière à regarder et apprendre comment on peut prendre possession des objets connectés. Pour cela, nous avons une conférence de 30 minutes. Nous en sommes ici au début et puis ensuite à la fin, nous aurons la possibilité d'une séance de questions-réponses. Et je vous laisse la parole, c'est à vous Yacine. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais vous parler de la sécurité des objets connectés. Donc, à travers une étude de cas, donc de 2 caméras IoT. Nous aborderons plus largement, via cette étude de cas, les méthodes d'attaque qui existent, notamment autour du pentest IoT, et surtout donc, des recommandations de mitigation à adopter. Donc, pour me présenter brièvement, je m'appelle Yacine Ameri, je suis consultant et pentester chez EY. Donc, je réalise des tests d'intrusion internes, externes, mais aussi des tests d'intrusion hardware. Donc, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de souligner certains points, notamment le fait que l'intrusion dans un système informatique est illégale et qu'elle ne doit être effectuée que sur des dispositifs pour lesquels vous avez obtenu autorisation. Mais bon, ça, je crois que vous le savez tous. Donc de plus, j'aimerais préciser aussi que cette conférence a été réalisée sur mon temps personnel. Donc si jamais vous avez des questions ou des points de correction, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir. Donc concernant l'IoT, cette dernière, elle a connu un véritable essor dans de nombreux domaines, que ce soit dans le domaine industriel, médical ou même domestique. Cette tendance, elle devrait se poursuivre, et même selon cette Statista, leur nombre devrait presque doubler pour atteindre à peu près 40 milliards de devices en 2033, soit à peu près le double de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça représente à peu près environ 5 dispositifs IoT par personne. C'est énorme. Et vous avez peut-être le même avis que moi, mais je crois que cet essor n'est pas anodin. Parce qu'au fait, chaque dispositif qu'on ajoute à un SI permet d'une manière ou d'une autre d'augmenter la surface d'attaque et les attaquants l'ont bien compris. En effet, selon un rapport de Fortinet, près de 48% des entreprises interrogées ont admis que des cybercriminels avaient réussi à compromettre leurs appareils IoT, mais aussi leurs appareils réseau qui étaient vulnérables. Les cyberattaques qui impliquent des objets connectés, elles sont en constante augmentation. Elles peuvent être utilisées soit en tant que vecteur initial, donc à l'image de Mirai, qui a pu, à partir des dispositifs IoT, lancer des attaques de masse, comme ce qu'a pu effacer OVH il n'y a pas très longtemps. Mais aussi, elles peuvent être utilisées comme vecteur de rebond. Un peu comme récemment avec Akira, c'est un ransomware qui a utilisé des caméras IoT pour contourner des systèmes de sécurité, notamment des solutions d'EDR en ce qui concerne le chiffrement des données du ransomware. Donc, face à ces menaces grandissantes, la communauté cyber ne s'est pas fait attendre et a vite réagi, notamment avec l'OWASP, qui en 2018 a sorti son top 10 des vulnérabilités qui affectent les objets connectés. Parmi ces risques, on retrouve l'utilisation de mots de passe faibles ou même inscrits directement sur des objets connectés, en clair. L'utilisation de services de services réseau qui sont vulnérables, pareil pour les API, et aussi la mise à jour insuffisante des objets connectés, qui peuvent laisser les appareils vulnérables à des attaques. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de traiter de ces vulnérabilités, je peux comprendre qu'elles peuvent paraître moins familières, surtout vu que c'est en lien avec l'IoT. C'est pour ça que j'ai voulu les présenter à travers un cas pratique. Et un cas pratique, je me suis fixé comme budget 80 € pour pouvoir justement acheter 2 caméras IP différentes. C'est des caméras que vous avez sûrement dû voir dans des restaurants ou dans des façades de maisons. L'une a été achetée sur Internet, c'est la caméra en noir. Elle a été achetée sur eBay pour à peu près 40 €. Alors cette caméra, on va l'appeler caméra 1
tout au long de la conférence. Et donc la deuxième caméra, elle a été achetée dans un magasin d'hyper discount que vous connaissez forcément, c'est vraiment très connu en France. Et donc elle a été achetée à peu près à 30 euros et on l'appellera caméra 2. Donc ces caméras, elles offrent toutes les deux de nombreuses fonctionnalités. Elles peuvent bouger donc, sur des axes XY pour changer les prises de vue. Elles sont menues de détecteurs de mouvement, donc pour pouvoir prendre des photos en fonction du mouvement. Mais aussi, donc, elles ont aussi la possibilité d'envoyer des flux d'images vers un service de cloud pour héberger les flux, les photos. Voilà. Donc, vu le nombre de ces fonctionnalités-là, il a été nécessaire donc, de mettre en place une approche méthodique pour analyser donc, les caméras et essayer de tout analyser au moins du mieux qu'on peut. Donc la méthode que j'ai choisie, elle se divise en 3 phases. Donc la première, c'est la phase remote. Cette phase, elle est non invasive. Elle permet donc à travers des scans réseau et des tentatives d'injection de tester donc la sécurité de la caméra en l'occurrence à partir donc directement sur le réseau. Ensuite, on a la phase device. Cette phase aussi est non invasive. Donc là, on va essayer de forcer la caméra à réaliser des actions qui sont illégitimes, notamment via donc, leur interface, que ce soit donc les boutons ou ce genre de choses qui peut être disponible directement sur la caméra, ou même via l'application mobile. Et enfin, on a la phase hardware. Donc bon, là, par contre, on va sortir les tournevis, on va démonter la caméra et on va essayer d'extraire le micro-logiciel pour analyser ou chercher les vulnérabilités. Donc maintenant que l'approche est un peu plus claire, on va s'attaquer à l'étude de cas. Donc on va d'abord commencer par analyser un petit peu le fonctionnement de la caméra. Donc c'est toujours bien de savoir comment les caméras fonctionnent avant de les ouvrir. Donc les deux caméras, elles ont à peu près le même fonctionnement. Donc c'est un fonctionnement qui est bipartite. La caméra envoie des flux de données, donc les images, vers l'application mobile et le cloud. L'application mobile, elle permet non seulement d'avoir les flux en temps réel, mais aussi d'envoyer des commandes spécifiques à la caméra. Par exemple, donc la faire tourner, zoomer sur l'image ou encore parler à partir du speaker de la caméra. Donc, plein de fonctionnalités et plein de commandes différentes. Ces commandes, elles peuvent passer par le cloud, donc moyennant bien sûr un abonnement mensuel. Bon, ça ne fera pas partie du scope d'études de cas parce que voilà, j'ai pas eu les autorisations. Et quant au setup de la caméra, il se fait assez facilement. Au fait, lorsqu'on va vouloir mettre en place la caméra, on va avoir un QR code qui va être généré par l'application mobile, qu'on va présenter à la caméra. Et dans ce QR code-là, on a donc des informations qui sont liées au réseau Wi-Fi, donc le SSID et le mot de passe, et ainsi que d'autres informations qui sont spécifiques à l'application et au téléphone pour pouvoir synchroniser la caméra et l'application. Donc maintenant qu'on voit à peu près comment les caméras fonctionnent, on va passer donc à la première phase qui est l'analyse des échanges réseau. Donc pour ça, j'ai réalisé donc, une attaque man in the middle via un ARP poisoning pour voir un petit peu les flux qui transitaient de la caméra au routeur. Et malheureusement, c'était dans le but de voir s'il n'y avait pas des requêtes en clair qui passaient pour voilà, essayer peut-être de les modifier ou de lire les requêtes. Malheureusement, les requêtes, elles sont toutes chiffrées donc, via TLS v1.2. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc voilà. Par contre, il y a un point que je voulais souligner, c'est que lorsque j'ai allumé la caméra, donc après la phase de setup, j'ai remarqué qu'en fait, elle communiquait énormément avec le domaine que vous pouvez voir, là, PLT API xiaoyi.com. C'est sans doute un domaine qui est lié au cloud, donc au service de cloud. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai jamais demandé à ce que le cloud soit activé ou même que je crée 2 comptes sur l'application. Donc elle envoie des flux de manière continue. Voilà, c'est quelque chose qui me semblait important de souligner. Suite à ça, j'ai réalisé donc, une analyse j'ai un scan de port où j'ai pu voir 2 services. Donc, premièrement, un service FTP sur le port 21. Malheureusement, ce service FTP n'accepte pas les connexions anonymes. Donc voilà, à ce niveau-là, on n'a pas pu aller plus loin. Et derrière, il y a aussi un autre service, donc c'est un service TCP qui écoute sur le port 6789.
Ce service-là, j'ai pas pu, pour l'instant, donc à cette étape de l'étude de cas, savoir exactement c'était quoi comme service, mais c'est quelque chose que vous devriez garder en tête, nous allons revoir. Donc à ce stade-là, cette phase ne nous permet pas d'exploiter la caméra directement. Il en va de même pour la phase de device. Donc on va devoir passer à l'analyse hardware, on va sortir les tournevis et démonter la caméra. Alors avant de démonter la caméra, il faut d'abord parler un petit peu des outils dont on aura besoin. Pas énormément, mais quand même. Donc on a essentiellement besoin de 3 outils dans notre étude de cas. Donc un multimètre, c'est utile pour faire des tests de continuité ou relever la tension sur certaines bornes. Donc ça peut être par exemple très intéressant pour essayer de trouver des ports de debug ou des interfaces de communication avec la carte. On aura aussi besoin donc d'un convertisseur USB pour pouvoir communiquer avec la carte sur pas mal de communications sérielles. Et enfin donc un kit de soudure pour réaliser nos branchements sur la carte directement. Donc un fer à souder, de l'étain, voilà, des choses classiques. Donc avant d'aller plus loin, il y a certaines précautions à prendre. Par exemple, ne pas pentest ce qu'on ne veut pas perdre. Un élément électronique, c'est vite cramé, surtout si c'est la première fois. Donc peut-être attendre un petit peu avant de pentest son iPhone ou son Mac. Donc ça peut être intéressant. Alors en parlant d'argent, suivre la règle des 80-20, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Pas besoin de mettre beaucoup d'argent sur un équipement qui va pas nous aider très loin ou dont les vulnérabilités sont assez compliquées à exploiter, si on peut déjà exploiter des vulnérabilités assez simples avec beaucoup plus de résultats. Et attention aux fortes tensions, notamment sur vos branchements. Débranchez la carte avant de réaliser vos soudures, sinon voilà, ça peut poser certains problèmes. Et attention au condensateur, si vous les court-circuitez, des fois il arrive que ça explose. C'est pas très spectaculaire, mais voilà, ça arrive. Et ces condensateurs-là gardent donc une charge. Évitez donc tout de suite mettre les mains dessus, attendez un petit peu le temps que ça se décharge. Sinon, voilà, comme Bob l'éponge, vous risquez d'avoir certains problèmes. Donc voilà, les bons outils. Maintenant qu'on a les bons outils, on peut commencer à désassembler la caméra. Elle ressemble un petit peu à ça, donc sur les 2 images. On voit donc pas mal de choses intéressantes. Par exemple, le fait qu'il y a un bouton de reset, qu'il y a une carte, donc un slot de carte SD. Ça peut être intéressant, par exemple, pour exfiltrer ou importer des fichiers, donc de la caméra. Un Wi-Fi chipset pour se connecter au Wi-Fi et un flash chip. Donc ce flash chip là, il est vraiment intéressant, il est accessible. On peut éventuellement par exemple extraire le micro-logiciel et donc les fichiers qui sont dans la caméra pour faire de l'analyse un peu plus poussée. Mais ça ne sera pas donc, le sujet de cette conférence, peut-être pour une autre conférence. Ensuite, donc, on a un SoC, donc un système on chip, qui lui inclut donc un microprocesseur ARM et un watchdog. Donc le watchdog en soi, c'est une sorte de service qui va redémarrer la caméra si jamais le système ne répond pas comme attendu. Donc ça peut poser problème sur certains pentests. Donc voilà, c'est important de souligner. Et donc ce système on chip, il supporte pas mal de protocoles de communication, tels que l'UART. Donc l'UART, c'est un protocole comme j'ai dit, de communication qui est asynchrone, qui utilise 2 fils, donc un fil de transmission et un fil de réception. Donc il est relativement simple et se compose d'un bit de départ, un bit de fin, un bit de départ, 8 bits de données et un bit de fin avec un bit de parité pour faire de la reprise sur erreur sur certains moments. Donc il n'y a pas de clock, c'est vraiment très très simple comme protocole. Et en fait, il nécessite donc 3 broches. La broche RX, TX et Ground. Ground étant le commun, donc c'est la masse. C'est assez simple à trouver, donc on pouvait le voir sur les photos. Donc la photo à gauche, là où il y a le RX, Ground et TX. Donc ça c'est une autre caméra sur laquelle j'ai fait d'autres pentests. Donc là on voit clairement les labels, c'est vraiment ça aide beaucoup. Et dans notre cas, donc l'autre photo, on n'a pas forcément les labels. Donc ça peut poser un certain problème, mais il y a des techniques pour pouvoir déterminer qui est qui. Notamment une méthode simple qui consiste à alimenter la carte et mesurer les tensions sur les différents ports. Donc on va partir du principe que la caméra, lorsqu'elle est démarrée, elle va communiquer énormément de données. Donc ça peut être la séquence de boot, ça peut être des logs spécifiques sur le service. Donc le port de transmission va osciller donc, de 3,3 volts à 0 volts de manière continue. Sur certains modèles de multimètres, vous n'allez pas voir 3,3 volts parce que ça peut aller très très vite. Donc vous allez voir à peu près une moyenne de 2,6 volts.
Donc, lorsque c'est ça, c'est probablement un port de transmission. Le port de réception, lui, puisqu'il attend donc, de la donnée, il sera toujours à 0 parce qu'il attend une tension. Donc, lorsqu'on voit 0 volts, c'est probablement aussi un port de réception. Donc, dans notre cas, le port de transmission, c'était celui de droite, donc l'image en haut, et la réception, c'était l'image du bas, à gauche. Donc une fois qu'on a bien détecté les ports, on va devoir brancher notre adaptateur. Donc c'est assez simple, il suffit juste de croiser les branchements RX dans TX et TX dans RX et de donner donc le même commun. Donc on peut le prendre de n'importe où finalement. Une fois que ça c'est fait, on va devoir choisir un baud rate, donc une vitesse de transmission. Alors malheureusement, il n'y a pas de standard officiel sur les vitesses, mais on peut utiliser des vitesses courantes qu'on peut retrouver assez souvent, notamment le 9600 ou le 115200. Donc dans notre cas, c'était le 115200 qui a fonctionné. Donc une fois qu'on a bien effectué les branchements, qu'on a la bonne vitesse, on peut connecter donc la caméra. Donc voilà, j'ai lancé Picocom et là, on obtient donc des messages, donc la séquence de boot. Et c'est formidable. En regardant du coup les journaux, on arrive à voir que c'est du U-boot qui tourne. Donc c'est vachement intéressant. Et là, comme vous voyez, là on nous propose de nous loguer. Donc on peut donner un login mot de passe pour éventuellement avoir accès à un shell. Malheureusement, après plusieurs tentatives, en fait, j'ai vite remarqué que je ne vais pas pouvoir deviner. En route, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Mission failed. On va devoir interrompre la séquence de démarrage pour essayer de bypass l'authentification. Donc comment on fait ça? On a une méthode simple qui est de redémarrer la caméra et d'envoyer, donc de cliquer sur le clavier pour interrompre le boot. Malheureusement sur ces deux caméras-là, c'était désactivé. Donc j'ai dû passer par autre chose, notamment forcer donc ou simuler une panne directement sur la caméra. Donc comment on fait ça? C'est assez simple. Il suffit de court-circuiter le flash chip. Le flash chip, c'est ce qui va contenir donc le kernel, enfin, l'image kernel du Linux. Donc le bootloader, quand il va démarrer, il va essayer de chercher donc l'adresse qui est dans le flash chip. Si on force donc le bootloader à aller directement sur le ground, il ne trouvera rien. Donc ça va faire fail la séquence de boot. Et donc on tombera donc sur un invite de commande de U-boot. Donc dans mon cas, j'ai réalisé un petit setup avec un bouton et je clique dessus pour court-circuiter la flash chip. Et donc au démarrage, je vais essayer de cliquer dessus au bon moment et ça me donne donc un invite de commande U-boot. Donc là, ça c'est génial parce que avec un invite de commande U-boot, je peux changer les variables d'environnement qui vont permettre donc de lancer les scripts de départ. Par exemple, donc j'ai fait un pretenv des variables d'environnement de U-boot et j'ai vu qu'en fait le fichier qui est lancé après le boot, c'est sbin/init. Donc on peut réécrire les variables d'environnement et mettre /bin/sh pour avoir un shell. Donc je fais ça. Donc voilà, on va essayer de le faire. Donc voilà, on démarre la caméra va lancer sa séquence de boot, on interrompt la séquence de boot, on va changer donc les variables d'environnement avec un setenv. On va relancer donc le boot avec la commande run bootcmd. On va attendre un petit peu et tiens, on a un shell root. Donc ça c'est déjà pas mal, c'est vraiment intéressant. Donc une fois que ce shell a été obtenu, la caméra elle est toujours pas initialisée. Donc pour le faire, on va juste lancer donc le script de départ qui était sbin/init. Donc finalement en fait ce binaire là, il va lancer le binaire RSC qui est présent dans otc-init.d. Donc on va le lancer pour que la caméra monte tous les bons fichiers là où il faut, notamment le etc password et le etc shadow. Donc une fois qu'on a fait ça, rien de plus simple, on peut aller directement sur le fichier etc shadow et changer le mot de passe ou essayer de le craquer. Malheureusement le crack n'a rien donné, donc je ne peux pas vous montrer de mot de passe, mais j'ai pu changer donc directement sur le etc shadow et c'est ce qui a marqué donc de la persistance. Alors, obtenir un shell en route, c'est souvent une finalité dans pas mal de pentests. Bon, on va pas se le cacher. Dans un pentest IoT, par contre, c'est qu'une étape initiale, limite juste initiale. En fait, la phase la plus intéressante, ça reste le reverse engineering. Donc ici, l'objectif, c'est d'identifier un processus qui est déjà présent sur la caméra et qui est exécuté au démarrage.
Donc l'intérêt ici, c'est que en fait, dans la majorité des cas, ces binaires ne sont ni particulièrement sécurisés ou offusqués. Donc on a pas mal de choses pour pouvoir le reverse, ce qui est intéressant, qui peut aider, ni conçu avec une priorité absolue pour la sécurité. On ne va pas se le cacher, la cible commerciale, ce n'est pas forcément des gens en cyber. Donc pourquoi s'embêter avec ça finalement Donc, quand j'ai analysé donc, les processus d'exécution, les processus qui sont lancés au démarrage de la caméra, donc après l'initialisation, j'ai remarqué que la plupart venaient donc d'un path en particulier qui est USR/bin. Donc je suis allé dedans et j'ai listé les binaires qui sont présents et j'ai vu pas mal de binaires que je connais pas, qui ne sont pas fournis de base sur Linux. Et en plus, pas mal de noms de ces binaires étaient se démarquaient plus que les autres. Par exemple, Cloud API, CMD ou Daemon. Donc j'ai extrait ces fichiers via la carte SD, donc comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, pour les analyser localement. Donc j'ai sorti Ghidra et beaucoup de patience. Ce qui nous a donné donc l'analyse du binaire Daemon. Donc en fait, ce binaire-là, il joue un rôle crucial donc, dans la communication entre l'application et la caméra. En fait, il joue l'intermédiaire entre finalement le processus Anika-IPC et l'extérieur. Donc le processus Anika-IPC, c'est, si vous voulez, un peu l'ordonnanceur de la caméra. C'est ce qui va permettre donc, de lancer les processus, de les éteindre, de lancer la séquence de configuration, etc. Donc, en revenant un peu sur le binaire Daemon, donc ce binaire-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va assurer la transmission des images à la caméra et au cloud, mais il va aussi assurer donc, les commandes qui sont envoyées depuis l'application. Donc, il va les intercepter, les parser et puis les exécuter. Daemon, quand il est lancé, il écoute sur 2 ports. Donc un TCP 6589, donc c'est ce qu'on avait vu sur la phase précédente. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et un autre port UDP qui lui est plus utilisé pour la transmission d'images. Donc voilà, je l'ai un peu ignoré ce port d'ailleurs. Donc ce binaire là, en fait il appelle donc une fonction qui s'appelle daemon parse exec qui va prendre les données directement, qui ont été transmises directement par les clients. Oui, pas par les clients. Et, cette fonction va parser les données et l'exécuter. Donc en fouillant un peu plus loin dans cette fonction-là, on a 3 grandes étapes. Donc, la première, c'est l'appel à daemon create struct info. Donc cette fonction-là, elle va parser, comme l'indique son nom, elle va parser donc, le message et créer une structure. Lorsqu'elle va parser le message, elle va échapper tous les caractères qui ne font pas partie, donc, qui ne peuvent pas construire un chemin valide. Par exemple, les $, les espaces, les parenthèses, les points-virgules, tout ça, elle va les échapper, sauf le point. Donc en fait, vu qu'elle n'échappe pas le point, on peut créer des paths relatifs et donc sortir du path qui nous a été attribué. Derrière, donc, une fois que ce message il a été parsé, elle va être concaténée donc, à une autre string qui elle-même va être exécutée par la commande aka-cmd-exec. Donc le but ici, c'est que, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a plein de fichiers SH qui sont présents dans la caméra qui vont permettre de réaliser donc, certaines choses telles que demander au cerveau moteur de tourner. Donc ça pour faire appel à ces scripts-là, on passe par aka-cmd-exec, sauf que en fait, comme ils échappent pas les points, on peut exécuter un peu n'importe quel script qui est présent dans la caméra. Donc ça peut être intéressant par exemple pour un déni de service, éteindre la caméra, ou bon, voilà, concrètement éteindre la caméra. Donc à ce stade-là, ça ne permet pas encore donc, de faire de l'exécution de code à distance. On aurait en fait besoin d'un script dans la caméra qui, une fois exécuté, nous permet derrière de faire de l'exécution de code arbitraire. Et c'est là que rentre en jeu le binaire CMD. Alors, le binaire CMD, il a une particularité, c'est que, au fait, il est présent dans la caméra, mais il est utilisé à aucun moment. En fait, il n'y a aucun binaire, aucun service qui l'utilise. Il est juste là, présent. Il est plus léger que les autres, et il a qu'une seule raison d'être, c'est lorsqu'on l'exécute. En fait, il va lancer un serveur TCP sur le port 999.
il va écouter, donc, ce qu'il lui a envoyé. Et si jamais ça finit par $boundary, en fait, il va l'exécuter. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est très sus. J'ai jamais vu ça dans une caméra ou même dans un objet IoT. Je ne sais pas encore si c'est une backdoor. Je suis toujours en train de chercher. Je ne vais pas m'avancer. Mais voilà. Et il va le faire de manière indéfinie. Donc, finalement, ce qu'on peut faire, c'est chaîner les deux vulnérabilités. Donc là, je me suis connecté sur le FTP pour bien vous montrer qu'il y a bien de l'exécution de code. Donc à gauche, j'ai fait un scan Nmap pour montrer que le port TCP il est bien fermé. Je vais utiliser le path traversal de Daemon pour lancer le binaire CMD. Là, tout de suite, le service est ouvert sur le port 999. Et là, on va utiliser la backdoor. Donc on va juste lancer la commande ID et on va le rediriger dans le fichier pwn dans /tmp. Et derrière, quand je me connecte sur le FTP, j'ai bien un fichier qui s'appelle pwn. Quand je vais le télécharger et je vais du coup regarder le contenu, on a bien le retour de la commande. Donc on a bien réussi à exécuter du code à distance. Donc passons donc à la caméra 2. Comme je vous ai dit, la caméra 1 et caméra 2 ils ont beaucoup de points en commun, notamment sur toutes les phases au début. Donc voilà, au lieu de toutes les remettre, je me suis dit que c'était plus simple de juste aller directement sur la partie reverse, parce que c'est ce qui est le plus intéressant finalement. Et donc cette caméra a elle aussi un binaire qui s'appelle Handicap IPC. Donc exactement comme ce que j'ai expliqué, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va permettre d'exécuter donc tous les services, de synchroniser tous les binaires ou encore de se connecter au réseau, mais aussi et surtout elle s'occupe de la partie setup de la caméra. Donc le fait de présenter un QR code devant la caméra. Donc en fouillant un petit peu plus à ce niveau-là, on remarque que ce binaire-là, il fait appel à Tuya IPC Direct Connect, qui lui, une fois que le QR code va être scanné et le contenu du QR code sera sorti, il va essayer donc elle va essayer de parser donc, le contenu en JSON et chercher donc, le field SSID S et le field password P. Et donc, une fois qu'elle va obtenir ces valeurs-là, elle va les mettre dans des variables globales. Ces variables globales, elles vont sauter bien sûr d'une valeur à une autre parce que sinon c'est pas drôle. Et à la fin, la fonction htNetworkConnect APv1, donc cette fonction-là, elle permet donc de se connecter sur le Wi-Fi. Elle va réutiliser ces variables globales-là pour trouver le SSID et le mot de passe. Sauf que, encore une fois, elle va l'exécuter avec un system call. Donc le truc, c'est que malheureusement, tout ce que je vous ai dit, il n'y a aucun moment ça n'a été échappé. Donc un point virgule, la commande, ça fonctionne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc un POC assez simple à faire. Il suffit de générer un QR code avec ce qui est demandé finalement, ce qui est donné par l'application finalement. Donc un S et un P, donc pour SSID et password. Et dans les SSID, il suffit de mettre un point virgule ainsi que la commande qu'on veut taper et elle sera exécutée. Donc c'est assez drôle finalement. C'est que au fait à partir de là on peut réaliser pas mal de scénarios. Par exemple, venir avec un t-shirt avec un QR code dessus. Et ce QR code-là, il va installer un C2 ou éteindre les caméras. Ça peut être pas mal. Par exemple, si vous voulez aller dans un bubble shop et voilà, éteindre toutes les caméras, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, lorsqu'on présente le QR code à la caméra, donc on voit bien sur les fichiers de log qu'il y a bien une tentative de connexion qui a fail, mais c'est pas très important parce que quand on fait un ls directement dans /tmp, on a bien le fichier pawn. Donc finalement, on a bien réussi à faire de l'exécution de code. Donc en conclusion, deux caméras, deux manières d'exécuter du code différemment. La première en utilisant donc deux processus différents, dont une probable backdoor, et la deuxième via donc un QR code à distance. Ça a permis d'avoir une CVE, donc ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les mitigations, trois grosses mitigations. La première, c'est la segmentation réseau. C'est toujours bien, n'hésitez pas à en mettre, c'est vraiment génial. Restreindre tout ce qui est input et output, notamment les protocoles, par exemple DNS, ça c'est
c'est pas mal. Et mettre à jour de manière récurrente vos objets connectés lorsqu'il y en a. Je sais que malheureusement, il n'y en a pas tout le temps et c'est pas toujours très facile, surtout si on a un grand parc. Voilà, ça c'est pour les mitigations. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que la conférence vous a plu. J'aimerais remercier Maxence Duché, Clément Perrault, Albert Hello et Nargis Sanaji qui m'ont permis de réaliser les slides, qui m'ont soutenu pendant le pentest. Vous avez mes contacts et n'hésitez pas à nous voir au stand EY. Donc c'est à A4-8. Voilà, j'y serai si jamais vous avez des questions. Merci. Merci Yacine, on peut vous applaudir. Bravo pour votre conférence. Merci.